bonsoir, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Lancement aujourd'hui officiel du réseau de recherche internationale pour la Grande Muraille Verte, une cérémonie placée sous l'égide du Premier ministre. Et concernant l'énergie, faire de la mer du Nord le plus grand espace de production électrique offshore, tel est le projet des Européens. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. 39 ressortissants djiboutiens, majoritairement des étudiants évacués du Soudan, sont arrivés donc hier soir à l'aéroport international d'Ambouli à bord d'un avion affrété par la compagnie nationale Air Djibouti. Il s'agit du deuxième avion qui avait à son bord 38 personnes. Au total, 85 ressortissants djiboutiens ont été évacués depuis la capitale soudanaise en passant par la frontière éthiopienne avant que la compagnie Air Djibouti assure le déplacement de ces djiboutiens depuis l'Éthiopie. Accueillis sur le tarmac de l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et l'ambassadeur de la République de Djibouti à Khartoum, les ressortissants évacués ont remercié le président de la République et son gouvernement pour ces efforts cruciaux déployés pour les opérations d'évacuation. L'évacuation de ces ressortissants intervient plus d'une semaine après le début de combats à Khartoum et dans d'autres villes du Soudan entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Ces affrontements ont causé la mort de plus de 400 personnes selon un bilan provisoire de l'OMS. Écoutons pour plus de précision le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. On voit des sentiments de patriotisme, n'est-ce pas, surgir et surtout le lien entre le leadership d'un pays et son peuple se manifeste dans ces circonstances difficiles. J'aimerais vraiment leur souhaiter la bienvenue. Je sais qu'ils ont dû laisser beaucoup de choses derrière eux, mais la situation va s'améliorer et vous aurez certainement l'occasion de rentrer et de repartir pour poursuivre vos études. Et nous ferons en sorte que l'ambassade, le gouvernement, puisse vous aider à reprendre vos études. Et les opérations de rapatriement des ressortissants étrangers se poursuivent donc en République de Djibouti. Une semaine après le début des combats au Soudan, près de 200 ressortissants européens et d'autres nationalités évacuées du Soudan ont atterri à Djibouti hier. C'est ce qu'ont annoncé les autorités de l'aéroport de Djibouti. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et plusieurs autres pays ont également commencé à évacuer leurs ressortissants ou leur personnel diplomatique. Hier soir, des ressortissants suédois et grecs ont atterri à Djibouti, donc en présence du ministre des Affaires étrangères et de son homologue grec. Ce dernier donc témoignant au micro de sa satisfaction et sa reconnaissance envers les autorités djiboutiennes. Il a exprimé donc sa satisfaction et ses remerciements à l'endroit du gouvernement djiboutien pour son rôle dans les opérations d'évacuation. Djibouti étant un grand partenaire de l'Union européenne, notamment la Grèce, qui a fait savoir donc le ministre des Affaires étrangères grec. Djibouti est un pays connu de la communauté internationale pour ses multiples efforts de préservation de la paix, d'accueil des réfugiés et pays de passage des ressortissants étrangers vivant dans les zones en conflit dans la région. Écoutons les explications de l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Mme Sylvie Tabessa. Je veux remercier les autorités djiboutiennes qui ont permis que tout cela se déroule dans les meilleures conditions possibles, sans la contribution active de Djibouti, jamais toutes ces opérations n'auraient pu se dérouler aussi bien. Donc, les autorités djiboutiennes ont donné toutes les autorisations, ont tout facilité, ont travaillé en plus à une période de l'Aïd où chacun veut célébrer en famille, n'est-ce pas? Et malgré tout, tout le monde était à bord, engagé, ça s'est fait nuit et jour. Donc merci beaucoup. Je tiens à remercier et à transférer les messages de remerciement du président du Conseil européen, qui a eu un appel avec son Excellence le président Ismaël Omar Guelleh, pour le remercier en personne de tout ce que le pays a fait pour que ces opérations se déroulent. Donc, merci. Djibouti est quand même très fidèle à sa réputation de terre d'accueil, en accueillant aussi admirablement tous ces citoyens européens qui vivaient une situation très difficile au Soudan, malheureusement.
Et la situation au Soudan est telle qu'un fragile cessez-le-feu de 72 heures a débuté aujourd'hui à minuit et les évacuations se poursuivent. Un cessez-le-feu de 72 heures conclu au Soudan entre les belligérants sous l'égide des États-Unis est officiellement rentré en vigueur aujourd'hui après 10 jours de combat qui ont fait plusieurs centaines de morts et provoqué un exode massif. L'armée et les paramilitaires ont confirmé le cessez-le-feu, mais on ignore encore si le combat a cessé dans la capitale Khartoum depuis plusieurs jours. Les belligérants avaient déjà annoncé accepter les pauses avant de s'accuser l'un l'autre d'avoir brisé la trêve. Washington dit travailler à la mise en place d'une commission chargée de négocier une cessation permanente des hostilités au Soudan. Durant cette période, les États-Unis s'attendent à ce que l'armée soudanaise et les FSR respectent pleinement et immédiatement ce cessez-le-feu, a prévenu le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Explosions, raids aériens et tirs n'ont pas cessé depuis le 15 avril à Khartoum, poussant à l'exode des milliers d'habitants de la capitale plongés dans le chaos. Ceux qui ne peuvent s'enfuir tentent de survivre, privés d'eau et d'électricité, soumis aux pénuries de nourriture et aux coupures d'internet et de téléphone. Les combats ont déjà fait plus de 427 morts et 3700 blessés selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. En nouvelle nationale, à présent, sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et sous l'égide du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, s'est tenue ce matin au Djibouti Palace Kempinski la cérémonie du lancement du réseau de recherche internationale de la Grande Muraille Verte. Le réseau de recherche international, appelé également Reset GMV, est une plateforme de recherche et d'expertise scientifique pour la gestion durable des terres et des territoires de la Grande Muraille Verte. La cérémonie a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, de hauts responsables et cadres du ministère de l'Enseignement supérieur, du CERD, des ONG, ainsi que les représentants des 7 pays par lesquels passe la Muraille Verte, composée de scientifiques et délégués du département chargé de la mise en œuvre de la Muraille Verte. Le directeur général du Centre d'études et de recherche de Djibouti, Djalaluddin, a témoigné que la constitution de ce réseau de recherche internationale contribuera à la mise en œuvre du projet africain de la Grande Muraille Verte. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour le lancement de ce réseau Reset GMV, réseau de recherche internationale, une initiative, je dirais, ô combien indispensable et qui arrive vraiment à point nommé de l'IRD et de ses partenaires du Sud dont nous faisons partie. Lorsqu'on évoque la Grande Muraille Verte, la GMV, souvent une multitude de chiffres, de graphiques et de cartes nous traversent l'esprit, mais on sait aussi malheureusement que dans la réalité, il s'agit de véritables drames vécus sur le terrain par une population innombrable et plus largement par l'ensemble de la biodiversité de cette partie de l'Afrique. Une région immense et extraordinaire du Sahel et du Sahara, au sud du Sahara, qui relie l'Afrique occidentale au Sénégal à l'Afrique orientale, ici à Djibouti, chez nous, où nous nous trouvons. Effectivement, mesdames et messieurs, une population rurale subissant la pauvreté et pour qui la terre est la principale source de vie, sinon de survie. Les pratiques inadaptées de la gestion des terres agricoles ayant conduit à leur dégradation, la variabilité des précipitations, la coupe de bois, le surpâturage, l'évolution démographique, tous ces facteurs, mais aussi les impacts des changements climatiques, ont entraîné l'avancée de la désertification dans cette région du Sahel. Depuis le début du siècle dernier, dans ces régions arides et semi-arides, le désert a progressé de 10%, faisant parfois disparaître des villages entiers avec toutes leurs activités sociales, économiques et environnementales. Écoutons également l'intervention de la présidente directrice générale de l'IRD. Donc la Grande Muraille Verte, ça n'est pas simplement une initiative de reforestation en bordure du désert. Il s'agit pour nous tous d'assurer la sécurité alimentaire des populations et pour cela de parvenir vraiment à une gestion durable, et ça a été dit par mon prédécesseur, à une gestion durable des écosystèmes, des ressources
des ressources en eau, des ressources biologiques, et puis de développer des activités et des revenus pour les populations, notamment les populations rurales, améliorer aussi les conditions sanitaires, et je pense aussi à tout ce qui est lié aussi à la déforestation et l'impact sur les maladies et les zoonoses, et puis de lutter donc contre la grande pauvreté. Donc, dès le démarrage de cette Grande Muraille Verte qui remonte, vous le savez, à 2010, l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, était au rendez-vous avec un certain nombre d'actions, de recherche, de formation. On a mis en place des dispositifs, des laboratoires mixtes internationaux, des observatoires, des jeunes équipes qui sont associées à l'IRD, sur des enjeux qui sont absolument centraux sur la grande zone de la Grande Muraille Verte, sur le climat, sur la santé des plantes, sur les systèmes alimentaires durables et en agroécologie. C'est tout heureux que ce présent atelier puisse regrouper des acteurs clés de la Grande Muraille Verte afin de mettre en branle une forte séquence de discussions multi-acteurs favorables à la mobilisation des scientifiques et l'émergence de projets transdisciplinaires pour l'atteinte des objectifs de cette grande ambition de l'Afrique. Excellences, Mesdames, Messieurs, sur la trajectoire 2030 des objectifs du développement durable et l'atteinte de la vision de l'initiative Grande Muraille Verte, un plan d'investissement prioritaire décennal 2021-2030 qui constitue le document de planification sur la seconde décennie de mise en œuvre de la Grande Muraille Verte a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement. Ce plan d'investissement donne à l'initiative Grande Muraille Verte une dimension multisectorielle, écosystémique et inclusive. De ce fait, une coalition nationale solide autour de tous les secteurs et acteurs concernés est indispensable pour une large concertation de tous les maillons afin d'améliorer l'apport de la science pour relever les défis liés à la dégradation des terres, au changement climatique et à la perte de la biodiversité. Écoutons à présent le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, qui lui a indiqué que le réseau de recherche international de la Grande Muraille Verte va trouver des solutions adéquates pour l'écosystème. On l'écoute. Le projet de la Grande Muraille Verte, qui a été lancé il y a près de 20 ans par les dirigeants africains afin d'inverser de manière durable le processus de dégradation des terres et à améliorer les conditions de vie des populations vivant dans les 11 pays du Sahara et du Sahel. Comme vous le savez, ces projets s'étendent du Dakar à Djibouti en traversant l'Afrique d'ouest en est. C'est donc un projet régional d'envergure qui ambitionne de stopper l'avancée du désert dans le contexte du changement climatique qui accélère les processus de dégradation des terres. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir plus de 150 chercheurs ici de divers secteurs concernés par les problématiques de la Grande Muraille Verte. Le développement de la connaissance scientifique nous permettra de cibler nos actions de lutter contre la désertification. Les réseaux de chercheurs facilitera aussi la coopération entre les différents acteurs de ces grands projets africains, notamment entre les services techniques, les agences nationales et les bailleurs de fonds. Djibouti a été, dès le départ, partie prenante à ces projets puisque son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, a personnellement participé à la création de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte en 2007 à N'Djamena, au Tchad. Depuis, la République de Djibouti a déployé des efforts considérables dans la mise en place des institutions, de législation et de politiques afin de mener à bien ces projets. Suite à l'élaboration des stratégies et d'un plan d'action dans lesquels ont été identifiés les projets à mettre en œuvre pour l'édification de la Grande Muraille Verte, des actions de reboisement et de la régénération des écosystèmes ont été réalisées dans les régions qui traversent le couloir de la Grande Muraille Verte. Et pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a remercié tous les experts présents venus de 7 pays sur les 11 pays concernés par le projet de la Grande Muraille Verte. À vous tous, mesdames et messieurs, je souhaite un bon séjour dans notre pays, terre de paix, terre d'échange et terre de rencontre. Nous sommes tous conscients que la paix reste la principale condition de la réussite de projets
aussi ambitieux que celui de la Grande Muraille Verte, et le développement, bien sûr, des pays concernés par cette Grande Muraille Verte. Sans paix, tout est compromis. En ce moment de tension dans le monde, nous continuons à Djibouti à plaider pour la paix et venir en aide à tous ceux qui ont besoin, comme nous l'avons toujours fait dans les conflits régionaux, dernièrement pour le Yémen et aujourd'hui pour le Soudan. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a toujours voulu que Djibouti reste un pont entre les cultures et les peuples, que Djibouti reste un lien de partage, de la connaissance, de l'accueil pour ceux qui partagent des valeurs et des projets humanistes et de développement socio-économique durable, dans un monde de tensions permanentes, accentuées par les défis climatiques et environnementaux sans précédent. L'initiative de la Grande Muraille Verte est en elle-même une idée noble. Le projet Grande Muraille Verte est un projet porteur pour l'humanité et les générations futures. Face aux échéances de 2030, où la population africaine atteindrait 1,7 milliard d'habitants. À ce titre, je voudrais rendre également un grand hommage à notre président, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui, dans son discours d'ouverture du sommet Changement climatique et recherche, le 23 octobre dernier, en 2022, a marqué l'engagement en faveur de la recherche. Et je le cite, « Nous avons voulu aller encore plus loin en mettant au cœur de la problématique climat, la recherche et la connaissance scientifique. L'objectif étant de combler les lacunes en données scientifiques, climatiques, disposer d'une plateforme scientifique ouverte à la région et à l'international pour mieux orienter nos politiques d'atténuation et d'adaptation. » Et clôturons la série des interventions. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, qui a présidé cette importante cérémonie, a rappelé que la constitution du projet Jusette GMV va œuvrer dans la biodiversité et la durabilité des agro-écosystèmes agricoles. Je me réjouis pleinement de cette initiative de mise en place d'un réseau international de recherche de la Grande Muraille Verte pour échanger sur les questions scientifiques, bien sûr, dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte, et des réponses adéquates et durables. C'est d'ailleurs avec beaucoup de fierté que nous avions accueilli à Djibouti cette initiative panafricaine de la Grande Muraille Verte lancée en 2007. Cette initiative ambitieuse pour trouver une solution durable à la problématique de la désertification et améliorer les conditions de vie des populations qui y vivent est fort louable. Concrètement, elle concerne 11 pays et vise d'ici 2030 à restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées sur une longueur environ de 8000 km de long allant de Dakar à Djibouti. Nous sommes conscients des difficultés et des défis que pose une telle entreprise face au changement climatique, coupe de bois, le surpâturage et les mauvaises pratiques de gestion des terres. C'est pourquoi nous pensons que la mobilisation de tous les acteurs, décideurs politiques, chercheurs, communautés locales et sociétés civiles est de la plus grande importance pour que des solutions locales soient apportées à des problèmes globaux. La mobilisation de communautés locales est une composante clé pour garantir la durabilité du projet. Cette mobilisation communautaire passe nécessairement par la sensibilisation, la formation et la mise à disposition des moyens matériels pour réussir la ceinture végétale et son entretien pour lutter contre la désertification et atténuer les effets des changements climatiques. Je porte également une attention particulière à sa valorisation pour allier les intérêts écologiques avec les intérêts économiques et contribuer à l'amélioration et conditions de vie des communautés vivant le long de cette ceinture.
Dans l'actualité également, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahamoud a parrainé la cérémonie d'ouverture d'un atelier de dialogue stratégique sur les ressources éducatives libres au Palais du Peuple. Les secrétaires généraux des commissions nationales de l'UNESCO de Djibouti et du Sénégal, la directrice générale du CRIPEN et de nombreux cadres et responsables du MENFOP ont pris part à cette cérémonie qui a démarré par le mot du secrétaire général de la commission nationale de l'UNESCO de Djibouti. L'occasion pour lui de définir les ressources éducatives comme étant l'ensemble des matériels ou supports conçus à des fins éducatives comme les cours, les fiches pédagogiques, les contenus de formation, les guides ou tout autre matériel en lien avec l'acte d'enseigner ou le geste d'apprendre. Son homologue sénégalais, a indiqué que le projet de ressources éducatives libres a été conçu et financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par l'UNESCO et l'Institut français en vue d'améliorer les acquis d'apprentissage des élèves. Et la directrice générale du CRIPEN a mis en lumière de son côté les ressources éducatives développées par le MENFOP, à savoir le curricula, les manuels scolaires, les livrets d'activités, les guides pédagogiques, les planches murales, les annales, les albums de jeunesse, les CD, les cours télévisés, etc. Autant de supports didactiques et pédagogiques physiques ou numériques, individuels ou collectifs, utilisés dans un contexte d'apprentissage permettant de véhiculer et de transmettre des notions, des concepts et des contenus d'enseignement. Les ressources éducatives ou bien tout matériel qui est conçu à des fins éducatives comme les cours, les fiches pédagogiques, les contenus de formation ou bien tout document en lien avec l'acte d'enseigner ou bien les gestes d'apprendre devient ressource éducative libre. Ainsi, son utilisation, sa diffusion s'affranchissent d'un certain nombre de contraintes et de restrictions liées aux droits d'auteur. Pourquoi les ressources éducatives maintenant? Je précise que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a déjà amorcé la réflexion en 2017. Cet atelier qui va durer pendant 3 jours a de la matière sur laquelle s'appuyer pour des échanges fructueux et constructifs. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du responsable UNESCO de Dakar. Les ressources éducatives libres offrent la possibilité d'élargir l'accès à l'éducation à tous les niveaux, d'améliorer la rentabilité et la qualité de l'enseignement et des apprentissages. Elles fournissent au gouvernement une opportunité stratégique d'encourager l'inclusion et la démocratisation de la connaissance en élargissant l'accès, d'augmenter la qualité et l'efficience des systèmes éducatifs et de promouvoir les innovations. L'atelier auquel nous participerons sur ces 3 jours a pour objectif principal l'appui du ministère de l'Éducation nationale à élaborer sa stratégie de production, d'accès et d'utilisation des ressources éducatives libres. C'est le lieu de remercier une fois de plus Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, pour les efforts déjà consentis dans la structuration de son département en confiant au CRIPEN des missions claires dans la production et la diffusion des ressources éducatives, dont les ressources éducatives libres. Ce projet a été initié en 2020 et cible 15 pays pour l'activité axée sur les stratégies de production et de diffusion des ressources éducatives, l'intégration des REL dans les stratégies de production et de diffusion des ressources éducatives. Et de son côté, le ministre de l'Éducation nationale a souligné que cet atelier visait à faciliter l'amélioration significative de l'accès des élèves des établissements scolaires à des ressources éducatives nombreuses, variées et libres. Je suis très heureux de lancer ce matin les travaux de l'atelier des dialogues stratégiques sur les ressources éducatives libres. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle saisit cette opportunité pour améliorer davantage l'accès à ce type de ressources, améliorer la qualité des ressources en favorisant bien sûr le partage, la diffusion pour mettre à disposition des enseignants et des professionnels de l'éducation des supports riches et diversifiés. Cette volonté de mettre le focus et l'accent sur la qualité des enseignements-apprentissages a été une fois de plus
confirmés dans notre schéma directeur 2021-2035 et dans le plan d'action 2021-2025. Or, le développement des ressources éducatives libres, leur amélioration constante, leur partage et la mutualisation de ces données sont aussi un levier stratégique qui permet l'inclusion et la démocratisation du savoir. Un élève, un manuel par discipline est largement dépassé dans notre pays. C'est donc grâce à la volonté politique et grâce à des efforts considérables qui ont été donc fournis tant sur le plan financier, sur le plan technique et pédagogique. Les CRIPEN et l'inspection générale ont joué un rôle central dans l'autonomisation éditoriale de notre système éducatif. Donc, c'est une fierté de dire aujourd'hui, du préscolaire à la classe de terminale, nos élèves utilisent des outils et des supports variés, contextualisés et de qualité, illustrant bien sûr des programmes nationaux, conçus par des experts nationaux, répondant aux aspirations de notre peuple et à ses spécificités socio-culturelles, et ouvrant ainsi aussi, bien sûr, nos élèves au monde et à l'interculturalité. Depuis quelques années, nous avons amorcé aussi une phase de digitalisation des contenus pédagogiques disponibles et qui renforce quelque part nos supports et les rend plus interactifs, bien sûr, plus riches, plus adaptés aux besoins et habitudes de l'élève d'aujourd'hui. Le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guédé, a reçu en audience aujourd'hui une importante délégation économique autrichienne en visite de travail dans notre pays. Les discussions donc entre le ministre Younis et ses hôtes ont porté essentiellement sur l'identification des possibilités de coopération en matière énergétique entre Djibouti et Vienne. Après avoir rappelé à la délégation autrichienne que le secteur de l'énergie constituait une priorité de l'action gouvernementale et exposé les grandes lignes de la politique énergétique nationale impulsée sous le leadership du président de la République, le ministre de l'Énergie a ensuite présenté à la dite délégation le fort potentiel en énergie renouvelable dont dispose notre pays, qu'il soit éolien, solaire, géothermique ou encore en matière de développement de l'hydrogène vert. Le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat clé, en collaboration avec l'unité de mise en œuvre du cadre intégré renforcé, a organisé hier au Centre de leadership un forum sur l'entrepreneuriat dans le cadre de la convention de partenariat signée entre les deux institutions sous l'impulsion du ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation et du ministère du Commerce et du Tourisme. Rappelons que cet événement s'inscrit dans le cadre du programme CIR qui a pour objectif global l'amélioration de l'environnement des affaires et le développement de l'entrepreneuriat. En effet, le ministère du Commerce a obtenu un financement pour la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités planifiées dans le programme CIR avec pour objectif global de contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires grâce à l'intégration de l'économie informelle dans le tissu économique formel et au développement de l'esprit d'entreprise. Et le nouveau, voilà, ce qui est les nouvelles opportunités qu'ils nous ont proposées, de nouveaux règlements qu'ils ont changés, ils ont modifié pour bien nous accompagner, pour bien nous aider dans notre travail, dans nos projets, pour bien avancer à Djibouti, parce qu'à Djibouti, en 2012, comme il a bien précisé le CPEC et les clés, comme ils ont bien remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient pas de travail, qui avaient manque de financement. Et bon, pour bien nous aider en tout cas dans notre domaine, pour que tous les jeunes rentrent dans le domaine des commerces. Parce que dans le monde entier maintenant, il n'y a que le commerce qui avance. C'est fini. L'État ne va pas recruter toute une population. Écoutons également les impressions du directeur général de la CPEC de Djibouti. Donc nous avons pu rencontrer beaucoup de jeunes à qui nous avons expliqué le travail que la CPEC fait
et bien sûr en collaboration avec CLE, la DDS et d'autres partenaires. Donc avec CLE et la DDS, nous accompagnons beaucoup de jeunes, donc les jeunes de Forges, pour qu'ils puissent aujourd'hui, qui ont des activités génératrices de revenus. Ces jeunes ont été formés par la DDS et CLE et ces jeunes ont pu bénéficier d'un fonds de soutien pour démarrer une activité génératrice de revenus. Et bien sûr, la CPEC, elle est là pour d'abord leur ouvrir un compte pour qu'ils puissent épargner, en même temps bénéficier des fonds de soutien. Et par la suite, donc, la CPEC va les accompagner en leur donnant des crédits pour qu'ils puissent développer davantage leur activité. Et c'est dans ce sens-là que j'en étais là pour expliquer à ces jeunes le rôle de la CPEC et comment les différents partenaires sont là pour les accompagner pour l'accompagnement dans l'entrepreneuriat à Djibouti. Le salon du livre organisé dans le cadre de la Journée mondiale du livre, donc organisé à Djibouti, est lancé un jour plus tôt sous le patronage du président de la République. S'est poursuivi ce mardi après un atelier de contes pour plusieurs dizaines de jeunes dans le cadre du projet Dégrade de l'UNFD. Place donc à la seconde conférence dédiée au livre et ses valeurs fondatrices. En participant à cette seconde conférence du programme, outre la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le ministre de la Culture somalien, l'éminent écrivain et professeur Saïd Salah, résident aux États-Unis, l'écrivain et diplomate Araïta, l'écrivain prolifique Cheikh Mouata, les enseignants, chercheurs d'université et Amina et Moussa Suleiman, surtout l'illustre modératrice Dr Fatouma, les cadres du MJC et plusieurs invités officiels et des dizaines de jeunes étudiants universitaires. Les auteurs panélistes ont tour à tour expliqué l'importance du livre et les messages qu'il porte en termes de savoir, de prise de conscience, des enjeux de la société, d'évasion, de transmission et perpétuation des patrimoines socioculturels et linguistiques, bref, de la coexistence pacifique et des rapprochements des peuples dans un monde en proie à des tensions conflictuelles. Je vous propose à présent de suivre l'intervention d'un des responsables présents lors de cette journée, notamment Dr Amina Nour. Les livres parlent du passé, ils parlent du présent, ils parlent du futur. Il y a des fictions, il y a des témoignages, il y a des livres d'histoire. Donc un livre porte de multitudes de messages. Le livre que j'ai écrit, enfin que j'ai recueilli, c'est plus un recueil, c'est des champs de travail, Hessa Haoulet. Pourquoi parler des Hessa Haoulet, d'un monde rural, d'un monde pastoral qui a beaucoup évolué, qui n'existe plus. Surtout pour une génération, cette jeune génération qui est présente aujourd'hui, qui connaît très peu ce monde pastoral. Et ça rejoint un peu les messages dont on vient de parler. Professeur Salah a parlé de ces messages, Dr Chehem également a parlé de ces messages que porte le livre. Donc, aujourd'hui, pourquoi parler du passé, de ces passés? Les messages que contient ce livre, d'abord, c'est ce qu'on appelle un patrimoine immatériel. Aujourd'hui, le patrimoine immatériel, c'est ce qui fait l'identité d'un peuple, c'est ce qui fait l'identité d'une culture. Et cette culture conservée se transmet de génération à une autre génération. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, après Djibouti-Ville, les opérations de distribution de lots de vêtements pour l'Aïd se sont poursuivies dans les 5 régions et plus précisément ici à Tadjoura. Redonner un peu de gaieté durant les fêtes aux personnes handicapées, et plus particulièrement dans ce contexte qu'hier, une équipe de l'ANPH a entamé dans la région de Tadjoura une vaste opération de distribution de vêtements pour soutenir les personnes et enfants handicapés. La cérémonie a regroupé les autorités de la région de Tadjoura, l'assistance sociale de l'antenne de l'ANPH de Tadjoura, ainsi que le représentant de l'ANPH. A noter que les équipes de l'ANPH avaient au préalable sélectionné les personnes en situation de handicap et avaient également fourni les données qui ont permis à chaque bénéficiaire de recevoir des vêtements à sa taille.
Aux nouvelles du monde à présent, et c'était dans les titres de cette édition, faire de la mer du Nord le plus grand espace de production électrique offshore. Le deuxième sommet de la mer du Nord s'est tenu à Ostende, accélérer le développement des éoliennes en mer du Nord pour faire de cet espace maritime la plus grande usine de production au monde. C'est l'objectif ambitieux des 9 pays européens réunis hier dans le port belge d'Ostende. Cette zone produit actuellement 30 gigawatts d'électricité, le but étant d'augmenter d'ici 2030 la production à 120 gigawatts et à 300 gigawatts en 2050. Les dirigeants présents ont tous souligné la nécessité de renforcer l'autonomie énergétique de l'Europe. Le défi reste le financement de la réalisation de ces projets. D'un côté, la Chine domine actuellement la chaîne d'approvisionnement des composés critiques comme les batteries. De l'autre côté, les États-Unis subventionnent largement les investissements pour s'approprier le secteur. Ce sommet de la mer du Nord est le deuxième du genre. 4 pays, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas, avaient inauguré ce nouvel espace de collaboration avant de l'ouvrir cette année à d'autres participants. Cette zone maritime bénéficie d'eau profonde, ce qui facilite l'installation en grand nombre d'éoliennes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.